On se croirait à la campagne. Et pourtant nous sommes en plein cœur de Paris, sur les contreforts de la montagne Sainte-Geneviève, sur les bords de ce quartier latin qui depuis plus de 8 siècles est le coin de la capitale dévolu à la poursuite de la connaissance. Vous l'aurez compris, c'est au Jardin des Plantes que nous nous trouvons aujourd'hui. Et si nous sommes ici, c'est pour évoquer un homme qui a attaché son souvenir à ces lieux. Voyez-vous de qui il s'agit? Je vous donne un indice. La gloriette que vous voyez juste derrière nous a été édifiée en son honneur en 1786. Eh bien, cet homme, vous l'aurez deviné, c'est Georges-Louis Leclerc de Buffon, le célèbre naturaliste du XVIIIe siècle. Pendant près de 50 ans, jusqu'à sa mort en 1788, il fut l'intendant de ces lieux et il contribua à donner au jardin sa physionomie actuelle. Son souvenir va nous guider pour explorer un problème scientifique fondamental qui occupe les naturalistes depuis près de 2 siècles, la description et la classification du vivant. Classer le vivant, c'est un immense défi. Comment mettre en ordre, en effet, tout ce foisonnement de la nature? Comment faire entrer dans le même schéma des êtres allant de ce que nous appelons aujourd'hui bactéries à ce cèdre, par exemple, planté en 1734? C'est à peu près à la même époque, en 1739, que Buffon reçoit la charge d'administrer le jardin et de mettre en ordre ce que l'on appelle le cabinet du roi. Qu'est-ce que ce cabinet du roi? C'est une sorte de cabinet de curiosité géant. Un assemblage hétéroclite de spécimens, d'insectes, de minéraux, de végétaux, d'animaux, mais aussi d'objets et de parures provenant de cultures extra-européennes. Pour mener à bien cette mission, Buffon va devoir choisir un principe d'organisation. Et la tâche est moins aisée qu'il y paraît. Les critères susceptibles d'être retenus sont en effet innombrables. Au XXe siècle, l'écrivain argentin Jorge Luis Borges résume bien cette difficulté. Dans une citation devenue célèbre, il évoque une certaine encyclopédie chinoise où il serait écrit que les animaux se divisent en A. Appartenant à l'empereur, B. Embaumé, C. Apprivoisé, D. Cochon de lait, E. Sirène, F. Fabuleux, G. Chien en liberté, H. Inclus dans la présente classification, I. Qui s'agitent comme des fous, J. Innombrables, K. Dessiné avec un pinceau très fin en poil de chameau, L. etc. M. Qui viennent de casser la cruche, N. Qui de loin semblent des mouches. Que veut dire Borges par cette liste poétique? Eh bien, que classer le vivant, c'est forcément sacrifier une part de la diversité irréductible des individus et des espèces pour les faire entrer dans un système. Jusqu'au XVIIIe siècle, avant les travaux de Buffon et de ses pairs, c'est encore la classification introduite par Aristote dans son Histoire des animaux qui domine de manière écrasante la pensée européenne. Elle est fondée sur une grande distinction entre les animaux qui ont du sang, les vertébrés en somme, et ceux qui n'en ont pas. Mais de manière plus profonde, Aristote classe les animaux en fonction de leur degré de perfection. Les êtres de la nature, chez le philosophe, prennent ainsi place sur une échelle qui va de l'inanimé aux plantes, des plantes aux animaux,
des animaux aux hommes et des hommes aux êtres les plus parfaits, les dieux. Cette échelle des êtres est souvent désignée par son nom latin, la Scala Naturae. Fondée sur un principe hiérarchique, cette Scala Naturae connaîtra un immense succès jusqu'à la Renaissance. Pourquoi? Parce que le concept sur lequel elle repose correspond à la vision chrétienne des hiérarchies célestes dont l'organisation sociale de l'époque se veut le reflet. Buffon va rompre avec la classification des animaux héritée d'Aristote. Sa méthode est souvent résumée en une formule célèbre: commencer par rassembler tous les faits. Buffon veut décrire les êtres dans leur forme, leur mode d'existence, mais aussi dans leur relation avec l'homme. Et la justesse de ses observations est une des grandes qualités de son travail. Mais rétrospectivement, sa démarche présente une limite. Toute sa vie, il restera opposé à la mise en place d'une classification des êtres vivants. Sa grande œuvre, en effet, l'histoire naturelle, mélange encore critères morphologiques et éthologiques. 11 tomes sont consacrés aux quadrupèdes. Un volume est dévolu aux animaux sauvages, un autre aux animaux carnassiers. Ailleurs, c'est en fonction de leur répartition géographique que Buffon classe les animaux. On est bien près de la fantasmagorie d'un Borges. C'est le contemporain et rival de Buffon, Linné, qui introduira dans le champ des sciences du vivant cette innovation fondamentale, une classification rigoureuse des espèces qui les rassemble en groupes de parenté. La distinction qu'introduit Linné en genre et en espèces, qu'on nomme nomenclature binominale, aura un impact des plus durables. Elle est encore utilisée aujourd'hui. Récapitulons. La représentation antique et médiévale de la nature est une échelle linéaire et symbolique allant de bas en haut. Au XVIIIe siècle, la représentation nouvelle introduite par Linné est un tableau où les genres et les espèces sont comme rangés dans des boîtes fixes et séparées. À l'époque de Buffon, la représentation des êtres naturels qui nous est familière, celle de l'arbre phylogénétique, n'existe donc pas encore. Il faut attendre les théories transformistes et évolutionnistes du XIXe siècle pour que ce nouveau paradigme émerge vraiment. Buffon apporte plusieurs contributions majeures à la science du vivant qui préparent le grand tournant évolutionniste du XIXe siècle. Il ouvre notamment la voie aux conceptions dites transformistes, en ayant l'intuition que le monde naturel est mouvant, que les espèces n'ont pas toujours été identiques. Traversons maintenant la rue et passons du XVIIIe au XIXe siècle. Regardez, ici un crocodile, là un lion, des coquillages et au-dessus une allégorie de l'histoire naturelle. Nous voici devant la fontaine de Cuvier, édifiée en 1840 pour rendre hommage à ce célèbre naturaliste. Pourquoi célèbre? Parce qu'au début du XIXe siècle, Cuvier pousse plus loin les travaux de Buffon et de Linné. En développant l'anatomie comparée, il approfondit l'observation de l'un et précise la nomenclature de l'autre. S'il reste comme Linné dans une perspective fixiste, Cuvier accepte l'idée que des espèces aient pu apparaître ou disparaître lors de grandes catastrophes, dont la dernière est pour lui le déluge biblique. La connaissance de l'histoire longue de la Terre, domaine dans lequel Buffon avait pourtant produit des avancées majeures pour l'époque, n'est pas encore détachée du récit mythique de la Genèse. À la même époque, un autre grand scientifique français, Lamarck, met résolument les sciences naturelles sur la voie d'une transformation des espèces dans le temps. Il introduit notamment une notion fondamentale qui aura un très fort impact sur tout le XIXe siècle,
C'est l'idée que les circonstances particulières, le milieu, agissent sur les organes et produisent mécaniquement une transformation des êtres. L'exemple le plus célèbre de cette théorie qu'on nomme le transformisme est la girafe. Pour atteindre des feuilles de plus en plus haut dans les arbres, la girafe tire sur son cou qui peu à peu s'allonge et pour les transformistes, ce trait acquis est ensuite transmis à ses descendants. Vers 1850, Charles Darwin s'inspire profondément des travaux de Buffon et de Lamarck et ajoute aux théories transformistes, déjà assez largement partagées à l'époque, les notions fondamentales de sélection naturelle et de lutte pour la vie. C'est dans son ouvrage majeur « De l'origine des espèces » que Darwin introduit deux grandes idées qui fondent le paradigme scientifique moderne en biologie. Primo, l'unité et la diversité du vivant s'expliquent par l'évolution. Et secondo, le moteur de l'évolution adaptative est la sélection naturelle. Revenons au cas de la girafe. Pour Darwin, le cou des individus ne s'allonge pas à force de tirer, mais parce qu'en période de crise, de sécheresse par exemple, les girafes qui ont le cou le plus long accèdent à davantage de nourriture. Elles survivent donc plus longtemps que leurs congénères qui ont un cou plus court et ont davantage d'opportunités de reproduction. Leur trait morphologique, le long cou, passe de génération en génération dans l'espèce et devient dominant. Darwin est le premier à proposer une représentation des êtres de la nature en arbre phylogénétique. Phylogénétique, c'est-à-dire qui, à travers une conception dynamique des êtres vivants, tient compte de leur transformation dans le temps. Le XXe siècle introduira de nouvelles ruptures dans notre représentation du vivant. Une de ces ruptures est la distinction fondamentale qui s'opère désormais entre prokaryotes, les êtres vivants dont les cellules sont dénuées de noyaux, et eucaryotes qui en sont dotés. Les mammifères, qui font partie des eucaryotes, ne forment plus désormais qu'une toute petite partie d'un arbre prolifique des espèces, dominé par des formes de vie microscopiques, imperceptibles. Les archées, les bactéries. On est bien loin de l'évidence sensible des animaux qui peuplaient les pages de l'histoire naturelle de Buffon. L'homme n'est plus qu'une espèce parmi des millions. L'arbre phylogénétique de la biologie actuelle continue d'évoluer à mesure que nous y inscrivons de nouvelles formes de vie. Évidemment, il comporte beaucoup plus d'espèces que les tableaux de Linné ou la Scala Naturae d'Aristote. On estime que le monde en compte plus de 10 millions, dont 15% seulement ont été décrites. La représentation la plus souvent rencontrée aujourd'hui de l'arbre phylogénétique est de forme circulaire, signe d'une rupture avec la conception pyramidale, hiérarchique et anthropocentrée qui était encore celle du siècle des Lumières. Au XIXe siècle, puis au XXe siècle, le paradigme scientifique a évolué d'une représentation des êtres fondée sur une hiérarchie de valeurs, qui correspond à la vision du monde des sociétés d'Ancien Régime, vers une nouvelle représentation en arbre. Cette représentation en arbre, toujours dominante aujourd'hui dans le champ des sciences naturelles, a connu depuis le début du XIXe siècle un immense succès. Mais s'il résiste en biologie, le paradigme de l'arbre est concurrencé dans d'autres domaines du savoir par une nouvelle métaphore majeure, le réseau. Né de l'âge de l'information, le paradigme du réseau offre aux sciences physiques, géographiques, sociales, de nouveaux modes de compréhension du réel et ouvre par là la voie à l'innovation. Restons donc modestes vis-à-vis du paradigme scientifique que nous habitons. Il a vocation à être dépassé, historicisé, comme il a dépassé ses prédécesseurs. Mais ne boudons pas notre plaisir et restons sensibles à tout ce que ces recompositions successives de l'ordre du savoir
porte en elle de fraîcheur et d'invention. Beau programme que je vous invite à méditer, pourquoi pas sous les ramages de ce charmant jardin. À bientôt pour une nouvelle promenade.